Bonjour. Alors, attendez, couper le micro, je pense. Bonjour Marlène. Bonjour Béatrice, enchantée et ravie de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Alors, je vais me présenter assez rapidement et je vais surtout vous laisser la parole après. Donc, bien que le petit nom que vous voyez tous, c'est Marlène. Donc, moi, je suis Marie, directrice marketing chez Foodles. Et je voulais juste, du coup, introduire cette semaine assez spéciale et du coup, l'intervention de Béatrice dans ce cadre. Donc, on démarre aujourd'hui la semaine du développement, la semaine européenne du développement durable. Et chez Foodles, comme on vous l'a déjà partagé, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Chaque jour de la semaine, on fera un focus sur voilà, un sujet, on va dire, autour de la RSE qui nous tient à cœur pour vous donner un petit peu plus d'informations, un petit peu plus d'informations aussi sur Foodles, ce qu'on fait nous en interne. Et aujourd'hui, on a du coup Béatrice qui va intervenir sur ces enjeux-là. Et merci encore. Donc voilà, donc je vous laisse parler des différents sujets et surtout, voilà, toutes les personnes qui sont présentes, n'hésitez pas à poser des questions directement dans le chat, que ce soit Béatrice ou même nous via le chat, on y répondra et on va vous avoir. Merci. Merci. Donc, merci Marie. Donc, moi, effectivement, mon nom, je vois qu'il y a marqué seulement Béatrice. En fait, mon nom complet, c'est Béatrice de Rénal et je suis docteur en nutrition. Et donc, je donne un petit coup de main à Foodles pour notamment l'équilibre des plats, etc. Parce qu'effectivement, les clients et les Français sont maintenant convaincus de l'importance de la nutrition et de l'équilibre nutritionnel. Hein. Je ne parle pas de diététique, je parle bien de nutrition. Et donc, c'est à ce titre-là que je vous aide à améliorer quelque chose qui est déjà d'un très bon niveau. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est la semaine de l'environnement un petit peu et de la durabilité. Donc, on peut se dire que il n'y a rien de plus durable qu'une salade puisqu'elle pousse et puis après on la coupe, puis elle repousse, puis après on la coupe. En réalité, c'est pas si évident que ça. Parce qu'on sait notamment que, d'ailleurs, je pense que vous êtes tous, soit vous êtes thé, soit vous êtes café, mais ni l'un ni l'autre ne pousse en France et même pas en Europe. Même s'il y a des débuts de culture de café ou de thé, donc si vous voulez, entre ça et puis le chocolat, bon, ça commence assez mal. Et je ne sais pas lesquels d'entre vous ont pu manger de la banane ou des avocats à midi, par exemple, ou le mangera à midi. Mais voilà, on est habitué à avoir un certain nombre de produits qui viennent de loin et donc la durabilité peut être mise en cause. Et je ne vous parle pas de graisse de palme, de produits qui ont donc mis en danger l'environnement. Donc, en fait, aujourd'hui, la vraie question, c'est doit-on manger végétarien, donc tout végétal, ou doit-on faire moite-moite, animal-végétal? Aujourd'hui, on sait qu'on a tendance à manger trop de produits animaux. Et alors, est-ce que c'est vraiment impactant? Alors, avant de répondre à cette question-là, juste ce que je voulais vous dire, c'est que là, on n'est pas ni dans une conférence, ni dans un cours formel et docte. Donc, on est dans une conversation, dans un chat. Donc, c'est un salon de nutrition. Donc, vous pouvez parler à tout moment, soit par écrit, soit par oral. Il suffit de faire toc-toc. Je pense que vous pouvez vous exprimer. Et comme ça sera encore mieux. Donc, faut-il manger d'abord, faut-il bannir la viande? Non, à l'évidence. Ni la viande ni le poisson. Par contre, effectivement, en France, certains Français mangent beaucoup de viande parce qu'ils aiment ça simplement, et d'autres n'en mangent pas assez, mais peut-être parce que eux, certains en tout cas, n'ont pas forcément les moyens de l'acheter. Mais globalement, une alimentation équilibrée, si on suit les conseils du PNNS, le Programme National Nutrition Santé, on vous dit 5 fois par semaine de la viande, 2 fois par semaine du poisson. Donc on dit bien 5 et pas 10. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a un repas par jour avec de la viande et du poisson. Le deuxième repas, c'est pas la peine de mettre de la viande et du poisson. Alors, peut-être que je sais que certaines populations en France, certains groupes, ils mangent de la viande à chaque repas. Et parfois même avec de la charcuterie avant, avec évidemment du fromage, et parfois même avec un dessert où il y a encore des œufs, du lait, peut-être aussi qu'ils prennent en plus un petit déjeuner avec de la charcuterie ou de la viande, etc. Donc, ça veut dire que
on a chacun des habitudes alimentaires, mais globalement, on sait que une fois par jour de la viande ou du poisson, ça suffit largement. Alors, pourquoi on la mangerait? Évidemment, vous allez tous me dire, c'est parce qu'il y a des protéines, oui. Mais en fait, en France, on mange déjà 20% en trop de protéines par rapport à nos besoins réels. Donc, c'est pas la peine de charger la mule. Vous pouvez très bien consommer d'autres aliments. Donc, végétarien, oui, bon, pourquoi pas. Le soir, on aime bien avoir une pizza avec simplement de la tomate et du fromage. On aime bien avoir un plat de pâtes avec du coulis de tomate, etc. Mais pour certains d'entre vous, peut-être que c'est pas très facile de ne pas avoir un œuf dur, un œuf à la coque, une tranche de jambon ou quelque chose comme ça le soir. Donc en fait, ça c'est chacun. Chacun doit d'abord écouter son instinct, parce que vous êtes quand même issu d'une culture, vous avez une famille, vous avez eu des habitudes alimentaires, donc peut-être qu'elles vous conviennent, mais si elles ne vous convenaient pas, sachez que strictement pour la santé, une fois par jour, ça suffit. Alors, est-ce que vous avez une question par rapport à ça? Ou est-ce que ça veut dire que, eh bien, de toute façon, le repas sans viande, vous pouvez le faire à midi et vous pouvez le faire le soir. C'est comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire ça que le soir ou que à midi. Et puis, vous avez vu, aujourd'hui, on a beaucoup de propositions pour avoir des faux produits animaux. Par exemple, un faux burger, qui est un burger végétal, ou alors un faux patty. Ce qu'on appelle un patty, c'est, vous savez, une espèce de, entre guillemets, steak de soja, ou alors une fausse saucisse, ou alors, voilà. Donc, moi, en tant que nutritionniste, je ne suis pas forcément favorable à ces produits-là. Pourquoi? Parce que votre corps, il apprend depuis qu'il est né, il apprend à mettre une image sur un aliment. Et donc, il met l'image, un steak haché avec de la viande. Donc, voilà, ça, c'est granuleux, c'est rouge, c'est saignant, bah, c'est de la viande de bœuf. Et puis, quand il voit une saucisse, il dit, bah, il y a des petits points blancs, il y a des petits points roses, ça, c'est du cochon. Donc, on est habitué à ça. Et c'est très important d'être habitué parce que ça veut dire que l'œil va pouvoir reconnaître ce qu'il va manger et le corps va pouvoir se préparer à digérer ce plat-là. Mais si je vous donne quelque chose qui ressemble à un beefsteak alors que ce n'est pas un beefsteak, votre organisme va avoir sécrété des enzymes qui ne seront pas forcément appropriées pour ce beefsteak végétal. Donc moi, j'aime autant qu'on mette une autre forme ou une autre couleur à ces autres aliments. Alors, le raisonnement est le même avec un soda entier, un soda light, ça a le même goût, la même couleur, le même look, alors qu'en fait, c'est pas du tout le même contenu nutritionnel. Donc là, on trompe beaucoup l'organisme et ça a beaucoup de répercussions derrière. Donc en fait, il faut faire attention et moi, ce que je vous conseille, c'est, eh bien, vous voulez manger du végétal, bah, allez vers les pois chiches, les lentilles, toutes les légumineuses que l'on a en France en plus, qui sont cultivées en France. Et donc, bon, bah, voilà, vous avez quand même le choix. Et aujourd'hui, on sait faire beaucoup de préparations délicieuses avec ça. Des houmous, donc des purées de ces différentes légumineuses. On sait faire beaucoup de choses avec ça. Alors, après, c'est vrai que là, j'ai touché déjà du doigt l'importance de la localité. Parce que le durable, c'est aussi d'éviter d'avoir des transports très longs entre le lieu de production de cet aliment et votre assiette. Alors, il y a deux façons de faire. Soit vous dites, eh bien, je ne me nourris qu'avec les produits locaux, donc de ma région. Donc ici, moi je suis en Île-de-France, je ne sais pas pour vous, en Île-de-France, on a beaucoup d'entreprises alimentaires, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Et donc, je vais pouvoir avoir un panel alimentaire qui sera certainement moins large que ce que je mange habituellement, mais disons que je peux m'y faire. Après, il y a aussi le fait qu'on peut cultiver des plantes qu'on ne peut pas avoir en France de façon naturelle. Donc à ce moment-là, ça va être des serres. La serre, elle n'est pas forcément chauffée. Elle peut être juste une serre de protection contre le froid, notamment la nuit, au printemps et en fin d'automne, comme en ce moment, les nuits commencent à rafraîchir. Et ça peut être aussi pour se protéger de la chaleur et des rayons lumineux directs qui, en fait, ne sont pas très bons pour les plantes parce que ça les brûle exactement comme ça vous brûle. Donc, vous pouvez à ce moment-là envisager des serres non chauffées qui sont donc pas loin de chez vous. Et puis, après, le pompon, c'est, nous, vous êtes urbains peut-être comme moi, et donc, eh bien, pourquoi j'ai pas une ferme verticale? En haut de mon immeuble, il y a une ferme verticale, c'est-à-dire juste une salle, une serre en verre qui est chauffée ou pas chauffée, ça dépend, qui peut être éclairée
avec des LED particuliers, hein, ou pas. Bon, ça, évidemment, c'est énergivore. Et puis, avec, évidemment, de l'eau alimentée avec un liquide nourricier, avec des minéraux dedans. Et à ce moment-là, au-dessus de ma tête, eh bien, j'ai ma culture de tomates, de salade, voire même, pourquoi pas, de café, de thé ou de cacao. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais voilà. Alors là, j'ai Sylvie qui me dit « Je mange de la viande que le week-end et je me porte très bien ». Alors, en fait, c'est très bien. Vous n'êtes pas… votre témoignage est très intéressant, mais il n'est évidemment pas universel, il n'est pas statistiquement significatif. C'est-à-dire que ça, c'est votre façon de faire et c'est très bien. Et effectivement, comme vous le marquez, il y a trop d'élevage sans respect des animaux et ça, c'est parfaitement vrai. Donc aujourd'hui, le bien-être animal, c'est une des priorités des Français avec le gâchis. Parmi tous les sujets de l'environnement, c'est vraiment les deux choses qui sont fondamentales pour les Français. Et moi, je ne peux que, évidemment, que m'allier à ces Français-là parce que je trouve c'est insupportable de voir vraiment des animaux qui n'ont jamais vu la lumière, qui sont entassés dans des endroits pour pousser et comment, pour donner une viande et quelle qualité de viande, et tout ça pour me nourrir moi. Moi, c'est pas vraiment ça que j'attends d'avoir d'un produit animal. Alors, de toute façon, alors Yveline, je vous rassure, là, soit vous voyez ma tête, soit vous ne voyez rien, mais dès l'instant que vous avez le son, c'est l'essentiel. Ma tête n'a pas trop d'intérêt. Il n'y a pas de présentation, j'ai pas de slide, j'ai pas une présentation factuelle. On est là en causerie entre nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Est-ce qu'on peut manger équilibré en étant, donc avec les jours où vous êtes donc végétarien en quelque sorte, hein, donc sans viande? La réponse est oui, bien sûr, puisque les végétaux, enfin en tout cas la viande et le poisson, ça ne vous apporte pas que les protéines. Hein. La viande, le gros avantage de la viande rouge, c'est de vous apporter du fer. Et pour les femmes, là je vois qu'il y a quand même pas mal de femmes qui m'écoutent, le fer est vraiment le facteur limitant. Parce que les règles font qu'on perd du sang et qu'on a des besoins en fer de façon régulière et que malheureusement, le fer n'est pas un nutriment qu'on va trouver facilement dans l'alimentation. Vous n'en aurez que dans les viandes rouges. Alors évidemment, je vais vous citer le boudin parce que comme c'est du sang, par essence, il y a beaucoup de fer dedans. Le foie, mais là, je pense que je vous entends pour certains réagir parce que ce n'est pas des aliments qu'on mange de façon facile et tout le monde n'est pas habitué à manger ces aliments-là, mais sachez que vous avez aussi du fer dans d'autres aliments animaux, notamment les coquillages. Les coquillages comme les huîtres, par exemple, les moules, qui contiennent du fer de façon importante. Et puis après, mais vous avez forcément d'autres aliments qui sont strictement végétaux. Mais le problème étant, c'est que le fer végétal est beaucoup moins efficace d'un point de vue physiologique que le fer animal, parce que simplement, il a beaucoup de mal à être absorbé. Et pour vous dire la délicatesse avec le fer, c'est que 5% seulement du fer alimentaire est assimilé effectivement. Donc, vous voyez que c'est quand même un nutriment qui pose vraiment problème. Donc, la viande, c'est encore une fois, c'est important d'en consommer, surtout pour les enfants qui sont en croissance et qui ont besoin de fer, puisque ça construit la fibre musculaire. Et puis, pour toutes les filles, jeunes femmes qui sont réglées, parce que là, vous avez des pertes en fer qui sont importantes et pour lesquelles il faut pallier. Alors, après, la viande, qu'est-ce qu'elle apporte? Par exemple, la viande de porc, il n'y a pas une meilleure source pour les vitamines du groupe B. Alors, vous pouvez en trouver dans de la levure, mais le porc, l'avantage du porc, c'est aussi ça. Et le porc, contrairement aux idées reçues, si votre porc a été bien élevé, c'est-à-dire si on lui a donné des bonnes sources de matière grasse, à ce moment-là, il a incrémenté dans sa couenne des acides gras essentiels. Donc, ça veut dire que selon la façon dont vous avez élevé votre porc, ce qui est valable pour les volailles aussi, à ce moment-là, vous aurez de bons produits. La démarche bleu-blanc-cœur, donc je donne des graines de lin à mes animaux et du coup, ils me font des produits qui sont riches en oméga 3. Eh bien, ça, c'est une démarche qui est vraiment la démarche de demain, la démarche vraiment intelligente. Hein, c'est ce que j'appelle la nutrition intelligente. Ça me permet de manger des œufs qui contiennent des oméga 3 et de manger des viandes qui sont riches en oméga 3. Donc ça, si vous avez le choix, eh bien préférez le label bleu-blanc-cœur qui va souligner ça. Alors, donc Agnès, vous me parlez des fermes verticales, c'est une bonne idée. Effectivement, ça vient pas de l'autre bout du monde, ça c'est la proximité, elle est maximum. Il y a quand même deux inconvénients, on va dire.
Si on utilise des LED, à ce moment-là, ce sont des LED électriques. Donc, soit il y a des panneaux solaires à côté de la ferme verticale, ça c'est l'idéal. Hein. Et puis, effectivement, après, vous avez une question d'air et de substrat. Donc, si moi j'habite à Paris, une laitue qui serait poussée sur un balcon, moi, franchement, j'en veux pas. Hein. Donc, après, peut-être qu'il y a effectivement des façons de faire pour que la pollution ne vienne pas sur ces cultures-là. Alors, on trouve du fer dans les légumineuses, oui, entre autres, par exemple la lentille, les épinards, mais dans les épinards, si vous voulez, Popeye, je pense que c'est la boîte qui mangeait qui lui apportait du fer, parce que dans les épinards, il y a beaucoup de fer, mais c'est un fer végétal, et le fer végétal, encore une fois, il n'est pas très facilement assimilé. Donc, de toute façon, je vous conseille de manger évidemment des épinards et des lentilles, mais sans doute que vous n'aurez pas assez de fer avec simplement ces sources-là pour pouvoir ne pas avoir de déficience en fer. La déficience en fer, vous allez la ressentir assez facilement, enfin, assez aisément, parce que c'est des moments où vous manquez d'entrain. C'est-à-dire que vous êtes assise, et puis il faut vous lever pour faire quelque chose, et là, vous avez l'impression que vous n'avez plus de jambes un peu. Donc voilà, ça c'est typiquement des signes d'un manque de fer. Donc un manque de fer, c'est pas mortel, hein, c'est pas encore mortel, hein, c'est juste que c'est un signal d'alarme. Hein, ça veut dire que vous n'avez pas assez, tout à fait assez de fer. Est-ce que vous avez des questions que je vous interroge un petit peu à ce stade-là? Alors, l'élevage animal est très polluant, oui. Il est très polluant parce qu'en réalité, d'abord, tous les élevages animaux ne sont pas polluants, parce que vous avez par exemple l'élevage de poissons qui l'est moins, qui peut même dépolluer. Vous avez l'élevage de grenouilles ou d'escargots qui peut dépolluer également. Par contre, effectivement, les ruminants, ils vont produire pas mal de CO2, de gaz carbonique, mais on sait aujourd'hui qu'on peut orienter le métabolisme de la vache avec des probiotiques, et à ce moment-là, ça donne une flore intestinale qui permet de produire moins de méthane notamment. Donc, vous voyez qu'on peut quand même faire beaucoup de choses. Donc, l'élevage animal, donc l'élevage en vue de production du lait, c'est par exemple beaucoup moins polluant que la production évidemment de viande, de viande. Donc, en fait, vous voyez, il ne faut pas forcément mettre toutes les espèces dans le même panier. Alors, l'élevage de poissons à condition de ne pas utiliser de médicaments et autres produits. Alors, évidemment, oui. Hein. Aujourd'hui, vous savez qu'on est très à cheval sur l'environnement et que toute industrie et tout élevage doit rendre à l'environnement une eau propre ou des effluents propres. Propre, ça veut dire pas pollué, ni en matière organique, ni trop chargé en matière organique, ni trop chargé en matière synthétique ou minérale. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez surveillé maintenant. Mais vous avez raison, il faut être très attentif et il faut ouvrir les yeux avant d'ouvrir la bouche. Voilà. Alors, l'équilibre avec un petit peu de viande, pas trop, et le reste avec du végétal, ça, vous y arriverez parfaitement. Alors maintenant, si vous voulez faire un repas végétarien, donc végétarien, j'enlève juste les viandes ou tout ce qui demande à ce qu'on abatte l'animal. Donc, il n'y a pas de viande, pas d'insectes, pas de poissons, mais je peux mettre des œufs ou du lait ou du fromage. À ce moment-là, il faut savoir que dès l'instant que vous allez avoir un mélange de céréales et d'une légumineuse, à ce moment-là, vous avez des protéines de bonne qualité. Alors que si vous mangez des céréales toutes seules, vous n'aurez pas tous les acides aminés essentiels. Et si vous mangez que des légumineuses, vous n'aurez pas tous les acides aminés essentiels. Et les acides aminés, c'est ça qui constitue les protéines. Donc, pour pouvoir avoir des protéines complètes, il faut avoir le mélange d'une céréale et d'une légumineuse. Et ça, c'est pas compliqué. Vous faites le tour du monde. Par exemple, en France, on mangeait du pain avec des pois. Donc là, ça suffit, vous n'avez pas besoin de viande. Au Japon, ils mangent du riz et du soja. En Chine, ils mangent du riz, du soja. En Amérique du Sud, ils mangent du maïs, du blé et des pois rouges. Donc, à chaque fois, l'homme a su trouver dans son environnement ce qu'il fallait pour avoir des protéines de bonne qualité. Donc, ça veut dire que moi, avec mon pain et mes pois, eh ben, j'ai juste besoin de mettre de la matière grasse dedans, bien sûr, et à ce moment-là, ben, j'ai un plat équilibré. Alors, aujourd'hui, on a la mode, aujourd'hui, c'est les lentilles corail, parce qu'elles sont très digestes, puisqu'elles sont, on a enlevé le petit tégument tout autour, donc elles sont évidemment moins riches en fibres, mais elles cuisent très très vite, elles ont une jolie couleur, et puis voilà, c'est quelque chose d'assez agréable. Mais il y a aussi plein d'autres lentilles
notamment la blonde, la rosée de champagne, le lentillon rosé de champagne, et puis après, vous avez des vertes, et puis après, vous en avez des noires. Donc, en fait, vous pouvez tout à fait jouer avec tous ces produits-là, et il faut savoir que ça cuit un tout petit peu plus longtemps que du riz. Donc, en fait, c'est quand même tout à fait compatible avec votre vie active. Et notamment, pensez une chose, la cuisson, ça a besoin d'une surveillance de loin ou une programmation. Vous n'êtes pas obligé de regarder votre casserole et vos lentilles cuire. Hein, vous pouvez les mettre sur le feu à la bonne température et pendant ce temps-là, aller faire autre chose, notamment aller dîner, aller regarder votre film et comme ça, vous aurez les lentilles cuites pour le lendemain. Donc voilà. Alors, que faire lorsqu'on manque de fer régulièrement après 55 ans et que l'on mange tout de même équilibré? Alors, certaines femmes ont une déficience ferrique qui est continue, voilà. C'est un petit peu comme si elle était constitutive, enfin un des éléments de constitution. Donc, la déficience, en fait, c'est comme si sur votre compte en banque, vous n'aviez pas de réserve. Donc, le jour où il vous arrive un problème, eh bien, vous pouvez rien payer. Donc, une déficience, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas pathologique, c'est juste que vous n'avez pas de réserve. Donc, effectivement, on a toujours tendance à vous dire qu'il faut avoir un peu plus. Mais ça ne veut pas dire qu'il en faut non plus trop. Donc, ça veut dire que dans votre cas, si par exemple, il vous arrivait, vous avez un accident, vous perdez un petit peu de sang, pas beaucoup, mais un petit peu, ou alors il faut vous opérer, ou alors voilà, toutes ces problématiques-là qui peuvent arriver du jour au lendemain et de façon évidemment malheureusement soudaine, à ce moment-là, vous devez savoir qu'il vous manquera sans doute du fer pour vous rétablir rapidement. Donc, si vraiment vous avez beaucoup de fer perdu, on sera obligé de vous transfuser, ce qui n'est pas toujours souhaitable, hein, parce qu'on prend toujours un risque à ça. Donc, ça veut dire que vous devez faire attention après 55 ans, essayer de consommer régulièrement des produits qui sont riches en fer ou qui sont sources de fer, végétaux et animaux. Donc, voilà. Et il faut savoir que le fer se verra mieux assimilé si on lui associe un peu de vitamine C. Donc, la vitamine C, c'est dans beaucoup de fruits et de légumes. Et vous devez savoir aussi que la nature est bien faite et que l'organisme, quand il est déficient en fer, eh bien, il aura tendance à vraiment tenter de mieux assimiler le fer que le bol alimentaire lui apporte. Alors qu'au contraire, une personne qui a un statut en fer qui est bon, eh bien, elle ne va pas assimiler tout le fer qu'elle a avalé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas encore. Alors, je cherche un stimulant, éveil, concentration, attention pour remplacer le thé et le café. Que puis-je prendre? Alors, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont stimulantes, et donc de façon alimentaire et dans la phytothérapie. Donc, le stimulant, en fait, il faut savoir que le premier des stimulants, ça va être l'eau. Parce que, en fait, les besoins en eau, le problème, c'est que la soif, c'est un signal d'alarme. C'est pas juste une alerte en disant attention, je vais bientôt avoir soif. C'est attention, je suis déjà en manque d'eau. Donc, il faut vous prendre l'habitude de consommer régulièrement de l'eau. Vous pouvez boire de l'eau froide, de l'eau glacée, de l'eau chaude, même toute seule. L'eau chaude, vous pouvez goûter, c'est pas mauvais du tout. Il n'y a pas besoin forcément de quelque chose dedans. Et le stimulant, alors après, tout dépend de à quel moment vous voulez le prendre, mais typiquement, le sucre, par exemple, ça peut être un stimulant, mais vous savez que le sucre a beaucoup d'inconvénients. Donc, un produit qui apporte un peu de sucre, qui va être lentement assimilé, c'est sans doute ça qu'il vous faudra. Alors, pour l'éveil, la concentration, l'attention, c'est sûr que le substrat préféré du cerveau, c'est le sucre. Donc, je ne vous conseille pas de manger du sucre comme ça, mais ça veut dire que le petit déjeuner idéal, par exemple, pour quelqu'un qui doit travailler dans la matinée de façon intense, eh bien, ça va être une source de glucides complexes, par exemple du pain complet. Dessus, vous allez mettre un produit un peu sucré, comme de la confiture, pas beaucoup, simplement pour pouvoir apporter tout de suite du sucre à votre cerveau, en attendant que l'organisme parvienne à commencer à digérer le pain. Il faut quand même un petit peu de temps. Et à ça, vous pouvez ajouter un fruit sous n'importe quelle forme, en jus, en compote, frais, comme vous voulez, entier, je veux dire. Et puis, là, vous êtes à peu près bon. Donc, voilà. En fait, après, d'un point de vue phytothérapeutique, donc il faut savoir que la menthe, le thym, le romarin, tout ça, ce sont des stimulants.
Et vous avez aussi évidemment le gingembre, mais qui n'est pas un produit d'ici, donc qui n'est pas très… Alors moi j'en ai à côté, là, j'en ai fait pousser ici dans mon bureau, ça pousse très facilement. Donc vous voyez, la racine elle-même, le rhizome ne vient pas d'ici, mais enfin ça s'adapte très bien à vos intérieurs. Donc en fait, vous pouvez très bien avoir un peu de gingembre qui est un stimulant. Et il faut faire attention aussi parce que ce sont des stimulants qui peuvent être irritants pour l'estomac. Donc ceux qui ont des estomacs un petit peu délicats, attention à ce type de produit. Et après, vous avez évidemment le guarana, mais le guarana, il vient du Brésil, donc je ne vais pas vous le conseiller forcément. Hein. Donc en France, un des fruits les plus riches en vitamine C, ça va être le cassis. Et les Français savent très très bien faire du cassis, qui soit vraiment délicieux. Alors, le sucre est-il meilleur blanc de canne ou autre? En fait, bon, on change de sujet, hein, mais de toute façon, le sucre, c'est du sucre. Donc, le sucre blanc, il n'y a que du sucre. Le sucre de canne, il y a l'arôme de canne. Mais d'un point de vue nutritionnel, il n'y a pas significativement de différence entre ces deux sucres-là. Et pareil avec le miel. Le miel, ça reste du sucre qui, certes, est un produit animal, donc qui ne convient pas aux véganes, mais qui contient des petites choses, mais pas suffisamment pour qu'il y ait un effet significatif sur le corps. En revanche, prendre du miel, pour certaines personnes, il y a l'effet placebo du miel, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on prend soin de soi, et c'est très positif. Être gentil avec soi-même, d'un point de vue nutritionnel, c'est extrêmement intéressant pour la santé, extrêmement intéressant. La meilleure alternative au sucre, alors, après, pour revenir sur le sucre blanc ou de canne, de toute façon, le sucre de canne, vous savez qu'il n'est pas français tellement, hein, alors que le sucre de betterave, eh bien, il y en a dans l'Île-de-France, hein, il y a des compagnies qui font du sucre dans l'Île-de-France, les Français sont très forts en sucre de betterave, donc par rapport à l'environnement, il vaut mieux consommer évidemment un sucre qui est cultivé en France, ou alors évidemment du miel qui viendrait de France, mais le sucre de canne, bon, même si la Martinique et la Guadeloupe et la Réunion sont en France, enfin font partie de la France, la distance est quand même assez éloignée, hein, 7000 km et plus, donc d'un point de vue environnemental, ça ne sera pas forcément les meilleures sources pour le meilleur sucre. Alors, après, la deuxième partie justement de cette discussion que je voulais vous proposer, c'était toujours pour parler d'environnement, c'était la durabilité. Donc, qu'est-ce qui vaut mieux comme production? Donc, on a le choix du conventionnel, l'agriculture bio, les fermes verticales, les serres. Est-ce qu'on doit faire de l'hydroponie, de l'aéroponie, de l'aquaponie? Voilà. Donc, est-ce qu'il vaut mieux de très grandes surfaces comme la Beauce avec des grandes machines, mais il y a une très grande rentabilité, ou est-ce qu'il vaut mieux des cultures, la polyculture, l'agroécologie, etc. Donc, en fait, pour l'environnement strictement, on sait très bien que les grandes cultures, elles sont tout à fait délétères. Pourquoi? Parce qu'elles sont monoproduits et que dès l'instant, et ça c'est la nature est faite comme ça, dès l'instant que vous avez une charge de population dans un petit endroit, ça apporte des prédateurs, des maladies, et donc vous êtes obligé de traiter, etc. Et là, c'est un petit peu l'effet boule de neige. Donc on sait très bien qu'il vaut mieux avoir un jardin avec des espèces qui sont mélangées, de façon à pouvoir ne pas attirer trop des prédateurs et pouvoir se protéger l'une l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme type de culture? Eh bien, on met par exemple un plant de haricots montant qu'on fait donc sur lequel va pouvoir pousser évidemment le haricot. On met à ses pieds, on met à côté un petit peu de blé qui va être protégé par ce plant, et puis on met à côté de ça une courge ou un concombre qui va pouvoir ramper au sol et protéger et éviter la déshydratation. Donc on fait des associations de plantes qui permettent chacune puisant quelque chose de différent dans le sol et rapportant au sol certaines denrées. Par exemple, la culture de chènevis, c'est du chanvre à fibres, hein, c'est pas du chanvre, toxique entre guillemets. Eh bien, c'est une culture qui enrichit les sols, comme toutes les légumineuses. Ça enrichit les sols, ça ne les épuise pas. Donc, après une culture de chanvre, comme après une culture de certaines légumineuses, eh bien, si vous plantez du blé juste après, l'année suivante, eh bien, votre blé, il sera plus beau, il nécessitera moins d'intrants et moins de traitements. Donc, en fait, l'agriculture intelligente, c'est une agriculture qui comprend bien les choses et qui essaye, donc, du coup, de faire des synergies entre plusieurs choses. Donc, ça, c'est résolument la meilleure façon.
Alors, l'agriculture bio, c'est très intéressant parce que ça cherche à ne pas polluer les sols et à essayer d'exploiter le meilleur des sols et pouvoir avoir donc justement le célèbre compost qui va être, hein, on n'épuise jamais la plante puisque elle nous produit quelque chose, mais on lui rapporte de la matière organique et on la refait fonctionner correctement. Donc c'est ça il faut essayer de faire ça. Alors après, ça va peut-être pas vous faire plaisir, mais on a comparé l'agriculture traditionnelle avec une agriculture sous serre et après avec une agriculture, enfin en ferme verticale. Donc la ferme verticale, vous avez, c'est une colonne, vous mettez les plantes sur la colonne comme ça, c'est éclairé, à l'intérieur c'est arrosé régulièrement avec une brumatisation, et puis voilà, on pousse les plantes comme ça. Alors évidemment cette forme de culture, elle est intéressante parce qu'elle prend très peu de surface au sol, forcément, puisqu'elle empile un petit peu, et puis on donne de l'eau très très régulièrement, toutes les 20 secondes, 12 secondes, je ne sais. Mais par contre, bon, elle demande de l'électricité, mais ça peut être des cellules photoélectriques. Et puis après, eh bien, voilà, ça ne voit jamais le soleil, hein, c'est que les LED. Et donc, on peut se demander quels sont les meilleurs produits d'un point de vue gustatif et nutritionnel. Et justement, on se rend compte que l'hydroponie, c'est-à-dire que je fais flotter mes plantes sur de l'eau, et puis elles sont dans une serre protégée pour ne pas avoir ni froid ni chaud, et bien ça donne le meilleur contenu nutritionnel. Et ça, c'est un petit peu contre-intuitif, parce qu'on pourrait penser que la pleine terre, c'est évidemment, il n'y a rien de meilleur que la pleine terre. Ben, en fait, non. Et on sait aussi que l'aéroponie, par exemple, ça peut donner de très bons produits d'un point de vue nutritionnel et gustatif. Donc, il y a eu des études qui ont été faites, avec notamment des fraises toutes simples, et en fait, on se rendait compte que les consommateurs ne voyaient pas la différence entre ce qui était en aéroponie et en plein sol. Ou parfois même, ils trouvaient que l'aéroponie était avait un meilleur goût que le plein sol. Alors, c'est énervant, hein, parce qu'on se dit quand même, depuis le temps qu'on est agriculteur, bon. Mais en réalité, si vous voulez, une plante, pour qu'elle soit bonne, il faut deux conditions. Il faut qu'elle soit riche en nutriments, donc qu'elle ait eu le temps de pousser. Et pour ça, il faut qu'elle ait aussi eu son lot de stress. Plus une plante est stressée, et plus elle a un contenu nutritionnel, et moins elle va vite aussi à grandir. Donc l'inconvénient aussi, c'est que par rapport à la matière sèche de cette plante-là, eh bien, il faut bien étudier, voir si on a intérêt à aller vite dans une serre avec des LED très performants, ou est-ce qu'on a meilleur compte d'aller moins vite à l'extérieur, parfois avec des traitements, parfois avec des aléas de pluie, de vent, de froid, etc. Alors, il y a des plantes qui préfèrent l'un, il y a des plantes qui préfèrent l'autre. Mais peut-être qu'on pourrait faire en sorte que le tout puisse se composer de bonne façon et tirer de chaque technologie vraiment le meilleur. Alors, qu'est-ce qui est sans pesticides, Agnès? J'ai pas bien vu. La culture bio, elle n'est pas forcément sans pesticides, hein, parce que vous savez qu'on a le droit de mettre certains pesticides, mais elle est évidemment sans pesticides tels que l'on fait dans les très grandes surfaces industrielles de la Beauce ou autre chose. Mais il faut voir que l'agriculture bio, si vous voulez, c'est une agriculture qui prend soin de l'environnement et des plantes et des animaux. Et donc, on a par exemple que certains traitements vétérinaires pour les animaux. Évidemment, quand l'animal est malade, s'il y a besoin, on va lui donner des médicaments synthétiques hein, pour le soulager, pour lui apporter la guérison. Et à ce moment-là, il sera écarté de label bio. Mais on prend soin quand même des animaux. Et dans les serres verticales, la plupart du temps, effectivement, on n'a pas besoin de pesticides parce qu'on peut on met des pièges à insectes pour inviter que les insectes viennent, par exemple. Mais parfois, on est obligé de mettre des produits parce que, justement, il y a des contaminations qui se font. Donc là, c'est très variable. Mais en tout cas, l'objectif d'une serre verticale, c'est de ne pas mettre de pesticides et de ne pas mettre non plus d'engrais. Alors, on met un liquide avec des minéraux dedans, parce que la plante, elle a besoin de minéraux, mais on ne met aucun booster de culture, pas d'hormones, etc. En tout cas, c'est l'objet, hein, c'est comme ça que c'est prévu. Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors, la question...
ça repart sur le sucre. Là, quelle est la meilleure alternative au sucre? En fait, la meilleure alternative au sucre d'un point de vue environnemental, eh ben, c'est justement de ne pas mettre de sucre, tout simplement. Mais c'est vrai que certains, moi je ne suis pas anti-sucre, au contraire, hein, certaines dégustations nécessitent un peu de sucre. Par exemple, quand vous faites cuire des abricots, c'est très acide, il y a besoin de sucre. Et évidemment, je ne parle pas de la rhubarbe qui ne peut pas se consommer sans sucre, ou certains fruits, comme l'aronia par exemple, qui a besoin d'une saveur sucrée. Mais il faut savoir que, par exemple, quand vous voulez faire manger des épinards à des enfants, et que l'épinard, il a contre lui d'avoir une couleur verte, et les enfants n'aiment pas ces couleurs qui sont sombres, qui sont menaçantes, eh bien, faites cuire, ajoutez, faites une compote de pommes à côté sans sucre, vous la rajoutez à ça, et à ce moment-là, ça adoucit l'ensemble, et ça fait que beaucoup de gens préfèrent les épinards avec un petit peu de pommes dedans, pommes qui ne vont pas goûter d'ailleurs. Ils ne vont pas savoir qu'il y a de la pomme parce qu'il n'y en a pas assez. Et donc, ça permet de… Donc, la meilleure alternative au sucre, c'est justement ça. C'est-à-dire que c'est d'utiliser le sucre naturel des fruits pour pouvoir adoucir certaines préparations. Et est-ce qu'on peut se passer de sucre? Oui, c'est-à-dire que oui et non. Parce que ça veut dire que si le sucre, c'est le sucre de table, oui, bien sûr, on peut se passer de sucre de table. Après, est-ce qu'on se passait de sucre, de glucides d'un point de vue physiologique? Non, puisque c'est la base de votre métabolisme, c'est le glucose. Donc le glucose, c'est ce qu'il y a dans votre sang, c'est ça qui fait que vous êtes vivant, que votre cerveau fonctionne. Et donc évidemment, votre cerveau, il peut faire sans sucre, hein. Il peut faire sans sucre, mais il a besoin quand même d'avoir certains substrats, et ça de façon tout à fait continue, c'est-à-dire 24 heures sur 24, et pas seulement 12 heures par jour, comme 12 heures ou 16 heures par jour, comme vous. Pendant que vous dormez, et ben, lui continue de fonctionner. Donc, donc la réponse, c'est on ne peut pas se passer de sucre, non, on ne peut pas se passer de glucose. En revanche, vous pouvez tout à fait ne pas avoir de sucre chez vous, et puis faire une cuisine qui peut être douce, faire des desserts sans sucre, là c'est tout à fait possible. Et si vous avez besoin de recettes, je vous en donnerai. Alors, pourquoi voulez-vous remplacer le lait pour les enfants? Ça, c'est un mystère. Les enfants grandissent en hauteur jusqu'à, on va dire, 13, 16 ans, parfois plus. Et après, ils grossissent en épaisseur. L'os grossit en épaisseur jusqu'à 27 ans. Donc, il vous faut donner du lait riche en calcium, enfin, en tout cas, des produits riches en calcium à vos enfants jusqu'à 27 ans. Alors voilà, ça c'est une bonne question. Merci Inès. Quelles astuces pour une alimentation durable? Donc en fait, effectivement, l'alimentation durable. Donc il y a plusieurs sujets là-dedans. Premièrement, on va se dire que ce qui n'est pas durable, c'est des aliments qui demandent un déplacement très long. Si vous faites, j'espère, très attention quand vous achetez des fruits et des légumes, parce que maintenant la loi, elle dit qu'il faut absolument marquer la provenance des aliments sur le lieu de vente. Donc, même si vous allez au marché, il doit y avoir marqué pommes de France ou pommes d'Argentine. Hein. En ce moment, il y a des pommes, dans certains moments de l'année, il y a des pommes d'Argentine. Et puis, je vois que les gens achètent ça comme si c'était des pommes de France. C'est moins cher que la pomme de France, mais franchement, faire traverser l'Atlantique à des pommes pour me les mettre sur le marché, je trouve quand même que c'est un petit peu lourd. Donc, l'alimentation durable, c'est une alimentation qui doit être intelligente, qui doit être éclairée. Vous devez faire attention à la provenance de vos aliments. Alors, il est évident, encore une fois, que la banane, l'avocat, le thé, le café, le cacao, tout ça, pour l'instant, on ne sait pas le faire en Europe, mais disons qu'on est tellement habitué à ça. Hein, donc, on peut peut-être limiter un peu ces produits-là et puis aller vers des produits plus locaux. Après, en termes de durabilité, il y a la façon dont c'est cultivé. Donc, si vous pensez que le blé, il est cultivé avec beaucoup de pesticides, beaucoup d'intrants, et qu'après, le blé est mis dans un silo où il y a encore beaucoup de produits qui sont mis dedans pour éviter les insectes, on ne peut pas forcément appeler ça une alimentation durable. En revanche, le blé, si vous voulez, c'est une culture très fragile, et notamment les charançons, les mythes alimentaires, tout ça, ça adore ce genre de choses. Donc, il faut aussi faire attention à ça et protéger les aliments que vous allez choisir. Donc après, c'est sûr qu'on sait avec certitude que la production l'élevage pour la viande donc terrestre, peut être très onéreuse en coût carbone, donc vous pouvez la limiter. Mais globalement, quand même, je vais vous donner un conseil. Si vous voulez vraiment, de façon drastique, réduire votre impact carbone via votre alimentation, commencez par manger un tout petit peu moins.
Les Français mangent un petit peu trop. Donc, vous pouvez enlever, hein, si vous enlevez l'équivalent d'une tomate cerise chaque jour, le volume d'une tomate cerise chaque jour à votre assiette, à la fin de l'année, vous aurez perdu 3 kilos et vous aurez fait respirer un petit peu plus la planète. Alors, effectivement, après, si vous regardez bien d'où viennent vos fruits et légumes, par exemple, vous allez voir que les tomates, elles viennent d'Espagne, que les oranges, elles viennent d'encore plus loin, que les amandes, elles viennent de Californie, et là-bas, ça brûle, etc., etc. Donc, en fait, il faut quand même être un petit peu intelligent et regarder vraiment d'où viennent tous ces aliments-là, et peut-être être un peu plus exigeant par rapport à ça. Alors, oui, effectivement, Sylvie, c'est à vous, c'est à nous, consommateurs, que revient la responsabilité de cette durabilité. C'est-à-dire que manger les produits locaux, oui, mais un produit local, c'est un produit qui est cultivé près de chez vous. Ça ne veut pas dire que c'est un produit que vous avez acheté à côté de chez vous. Donc, notamment pendant le premier confinement, on était obligé d'aller au plus court pour faire ses courses. Donc, on allait au premier magasin venu qu'on a redécouvert à ce moment-là. Et on a acheté pensant que c'était des produits locaux. Non, il ne faut pas confondre. Hein, les bananes du magasin d'en bas, elles ne viennent pas d'à côté, hein, elles viennent d'encore plus loin. Donc, il faut faire très attention à la provenance de vos aliments. Et si vous voyez qu'il n'y a pas de provenance indiquée, ça peut être le cas, par exemple, dans un produit, dans un plat cuisiné ou dans un dessert, par exemple, on ne va pas vous dire d'où viennent les œufs, le beurre, etc. À ce moment-là, peut-être que vous pouvez changer de fournisseur et trouver quelqu'un qui est un peu plus transparent. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, effectivement, faire traverser, effectivement, bon, faites attention quand même parce que l'Amérique du Sud, elle produit tous les produits frais en contre-saison chez nous. Donc, à chaque fois que c'est plus la saison de quelque chose, ben, vous allez retrouver des fraises. Souvent, elles vont venir d'Amérique du Sud. Et franchement, je trouve que c'est quand même un peu déplorable. Alors, des sources d'informations intéressantes pour s'éduquer sur le sujet, je vous conseille d'aller voir le site de l'ANSES, A-N-S-E-S, et puis sur Santé publique France, vous allez avoir des informations qui sont scientifiquement avérées à ce propos-là. Et puis, vous avez vous avez après un autre site que je vous ferai passer via Marie, qui permet, quand vous allez sur ce site-là, vous pouvez savoir si l'information que vous avez reçue via les médias ou autre chose est vraie ou fausse, ce qui est assez intéressant. Alors, c'est à nous consommateurs de faire attention à la... Oui, ça c'est sûr. Donc après, d'autres questions? Non? Alors, vous savez que par rapport à ce qu'on appelle le localisme, c'est-à-dire que je veux manger du local, je pense que vous êtes comme moi. Donc, je veux manger du local, donc je vais au marché et là, j'espère trouver des producteurs locaux. Alors, quand on est sur Paris, les producteurs locaux, en fait, ils ont tous été achetés à Rungis. Donc, ça veut dire que la salade, elle a au moins 4 jours, 3 jours, 4 jours. Et puis, non, ça ne sera pas forcément... cultivé pas loin d'ici, enfin encore que parfois il y a marqué cultivé en Île-de-France, pour ça c'est bien. Mais par contre, quand on est en province, ben, on voit bien que là, il y a des paysans qui viennent et qui vendent leurs produits locaux. À ce moment-là, ben, à un moment donné, il y aura des pommes de terre et de l'ail, et puis à un moment donné, il y aura peut-être des pommes, des poires, etc. Donc là, vous êtes à peu près sûr d'acheter des produits qui sont faits, qui sont cultivés pas loin. De la même façon, en province, c'est facile dans les marchés de trouver des gens qui vont faire quelques fromages ou qui vont faire des œufs, tout simplement, ou alors juste des œufs et puis des volailles prêtes à cuire. Donc là, c'est facile. Mais tout le monde n'a pas les moyens n'a pas les moyens en temps ou en argent d'aller sur ce type de marché. Donc, il vous faut à ce moment-là obligatoirement vous informer avec les étiquettes et puis et interroger. Bon, il y a pas mal de fraudes, hein, alors vous faites attention à ça. Les marchands, ils ont bien compris que s'ils vous disent oui, c'est du local, voilà, c'est facile à dire, mais c'est pas forcément facile à faire. Et puis après, il faut faire une distinction entre ce qui est cultivé localement et ce qui est fabriqué localement. Et donc, beaucoup d'industriels jouent là-dessus en disant, voilà, mon produit, ben, il a été fabriqué en France. Très bien. Alors, mon biscuit aux amandes, il est fabriqué en France, parfait. Mais les amandes, elles viennent de Californie. Voilà, moi, ça, je trouve que c'est pas terrible. Donc, il faut vraiment réfléchir et savoir, enfin, il faut vraiment se renseigner sur qu'est-ce qui est cultivé en réalité en France, qu'est-ce qui est réellement cultivé. Et quand vous voyez que, par exemple, les jambons, les cochons, souvent, ils naissent en Bretagne,
ils partent en grossissement en Hollande et ils reviennent se faire abattre en France. Et ça s'appelle un porc local. Donc là non plus, je ne suis pas très d'accord. Alors, par contre, il y a des filières qui sont complètement intégrées. Donc, vous avez, par exemple, la filière porc atlantique qui existe en France, qui est en bio en plus. Eh bien, il y a des paysans qui sont dans le coin, et puis ils font des petits cochons. Les petits cochons, ils sont en général grossis sur place. Parfois, ils sont donnés à quelqu'un d'autre pour le grossissement. Et puis après, ça part dans un site qui va faire l'abattage et la fabrication du jambon. Et des autres produits, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que du jambon. Et donc voilà, là, vous avez quelque chose de local avec un produit qui est né en France et fabriqué en France. Donc, ces filières-là, elles ont tendance à se multiplier en ce moment parce que les consommateurs le veulent. Mais encore une fois, ne vous faites pas piéger avec ce qui est cultivé en France et ce qui est produit fabriqué en France. Alors, il ne faut pas me poser les questions à propos de Yuka parce que je ne suis pas d'accord avec eux, dans la mesure où, en fait, alors c'est les applis en général, elles sont de qualité extrêmement variée, mais si vous voulez, quand Yuka, comme d'autres, ont inventé en fait des critiques par rapport aux additifs, en disant celui-là il est bon, celui-là il n'est pas bon, de façon non scientifique, et ça ne me va pas. Donc, ça, on n'est pas dans le même sujet, mais si vous voulez, si on a aussi peu d'éthique par rapport à donner une information juste, c'est pas la peine. Alors, évidemment, les additifs, c'est un autre sujet, mais dans les additifs ont toujours fait peur aux Français, et dans les additifs, personne ne sait qu'il y a une majorité de produits qui sont purement, vraiment d'origine naturelle, et qui sont tombés dans cette réglementation-là parce que voilà, c'était comme ça. Et vous voyez, un exemple, la gélatine, c'est un ingrédient, donc c'est pas un additif, on peut l'utiliser comme on veut, alors que la pectine, qui pourtant vient de la pomme, entre autres, eh bien, la pectine est considérée comme un additif, donc vous êtes obligé de la mettre dans la liste des additifs. Donc, vous voyez qu'il y a 2 poids 2 mesures et que, bon, voilà, c'est pas très éthique. Donc, quand il y a certains additifs dont on sait qu'ils peuvent être dangereux, et pourquoi ils sont dangereux? Parce que précisément, c'est ça qu'on leur demande. Hein, et je parle par exemple des conservateurs. Le conservateur, il est censé protéger l'aliment d'une pollution bactérienne ou d'une détérioration bactérienne qui pourrait être dangereuse. Donc, évidemment, le conservateur, il est dangereux aussi. Hein. Il ne s'agit pas de le manger à la petite cuillère. Donc, effectivement, les conservateurs sont des produits dangereux, donc il faut les manipuler avec précaution. La personne qui est à risque là-dedans, ce n'est pas vous et moi qui mangeons le conservateur avec la toute petite dose qui est autorisée, mais c'est le manipulateur ou celui qui l'a fabriqué. Donc, par exemple, vous êtes dans une usine de charcuterie, vous faites du jambon, et ben vous allez prendre du sel nitrité pour faire votre jambon. Ben, il faut faire attention, pas trop en prendre, et surtout à pas avaler le truc, pas le goûter comme ça, voilà, parce que là, vous pouvez avoir des ennuis. Donc, les applis, si vous voulez, pour moi, elles sont trop simplistes et elles sont pas solides. Donc, d'ailleurs, vous prenez 2 applis différentes, vous verrez qu'il y en a une qui vous donnera une note verte pour un produit et le même produit sera noté rouge pour un autre. Donc, c'est pas la panacée du tout. Alors, la viande même française n'a-t-elle pas subi un transport long? Alors, c'est ce que je viens de dire par rapport aux cochons. Vous avez certaines viandes qui font du chemin, c'est vrai. Mais si vous voulez déjà la viande de bœuf, hein, puisque donc la viande de bœuf française, elle est très très surveillée. Il y a un label dessus. La viande de bœuf française, en fait, la plupart du temps, ce sont des vaches qui ont fait des petits et qui sont en fin de vie, enfin qui sont en fin de production, on va dire. Donc, ce sont des vaches de réforme, hein, et ce sont des animaux qui peuvent avoir 10 ans. Et forcément, ça ne sera pas la même qualité gustative qu'un broutard. Un broutard, c'est un bœuf qui est encore jeune, qui est adulte, mais jeune adulte, et à ce moment-là, qui a une toute autre saveur. En revanche, d'un point de vue purement nutritionnel, les deux n'ont pas la même composition nutritionnelle et leur qualité va dépendre vraiment de l'alimentation qu'ils ont eue. Donc, en général, entre l'élevage et l'abattoir, on ne fait pas plus de kilomètres qu'il en ait besoin, puisque transporter des animaux vivants, c'est quelque chose d'onéreux, et l'abattoir est une station qui est obligatoire et qui est onéreuse. Donc, en fait, l'éleveur va au plus près de l'abattoir. Après, de l'abattoir au consommateur final, et il y a plusieurs circuits possibles. Et en fait, ce qui est important, c'est de choisir les circuits courts et non pas la localité. Parce que vous pouvez prendre une viande française, mais si elle vient de Bretagne, alors qu'elle devrait venir de votre région, si vous êtes en Auvergne, vous avez envie d'avoir une viande d'Auvergne, donc il faut prendre des circuits courts. Le circuit court, c'est la plus petite distance entre la bestiole et vous.
Donc là, c'est pareil, il faut aller se renseigner de près et c'est pas toujours évident. Alors, vous avez des distributeurs qui font des contrats avec des productions locales. Donc, notamment, par exemple, quelqu'un qui produirait du lait, des produits laitiers, des fromages ou de la viande, justement. Pour connaître bien l'Auvergne, par exemple, il y a des supermarchés qui font directement des contrats avec des producteurs. Évidemment, ça passe forcément par l'abattoir, hein. Mais encore une fois, les abattoirs, ils traitent vraiment des viandes locales. C'est comme le lait, hein. On fait pas, le lait ne traverse pas la France pour faire quelque chose, hein. Il reste une production locale. Le blé, c'est pareil, hein. Les boulangers, ils travaillent avec de la farine qui vient du plus près de chez eux parce que les transports coûtent cher. Ils ne font pas que polluer. Alors, la viande bio, oui, c'est vrai que la viande bio, il n'y en a pas beaucoup, et parce qu'elle est aussi très chère, mais pour des bonnes raisons, puisque on oblige, pour avoir le label bio, pour une viande bio, il faut que la vache, par exemple, elle soit élevée sur un terrain qui n'a pas eu de traitement, et qu'elle reçoive la partie alimentaire complémentaire doit venir de la ferme. Donc, ça veut dire que ça demande une certaine expertise aux producteurs, pour pouvoir nourrir ces animaux. Donc voilà, ça c'est la contrainte du bio. Et puis vous avez des prix qui sont quand même notablement plus élevés que le conventionnel, donc il faut avoir une motivation. Ce que je vous conseille, hein, d'ailleurs, le PNNS aussi vous conseille, il vous dit si possible bio, parce que on sait très bien que tous les Français n'ont pas les moyens d'acheter de la viande, et a fortiori la viande bio. Merci à D qui s'en va avec des remerciements. Alors, les principaux gestes du quotidien pour favoriser une alimentation durable. Premièrement, ne pas acheter de produits exotiques. Donc, pour ça, il faut le savoir. Vous pouvez forcément que certains produits viennent forcément de l'extérieur, mais vous pouvez avoir des produits d'origine exotique, mais qui sont cultivés en France. Donc, ça, renseignez-vous. Mais ça, c'est numéro 1. Deuxièmement, vous limitez votre consommation globale alimentaire. On mange trop en général, donc essayons de réduire un petit peu le contenu du bol alimentaire. En termes de volume, en termes de poids, en termes de densité nutritionnelle, densité calorique. Après, vous allez essayer de limiter la viande rouge. Vous pouvez, bon, la volaille, ça dépend d'où elle vient, hein, parce qu'il y a encore essentiellement des volailles qui sont élevées en concentration, donc ça, c'est pas du tonnerre non plus. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 5 produits laitiers, en tout cas tous les jours, c'est soit une portion de viande, soit une portion de poisson, mais pas les deux, et qu'une portion par jour. Et puis après, voilà, globalement, c'est à peu près ça. Alors, attention aux portions. Portion de viande, je ne sais pas vous, ce qu'est une portion de viande pour vous, mais pour la nutritionniste que je suis, une portion pour un adulte, c'est entre 100 et 100 grammes et 120 grammes par personne pour un beefsteak, par exemple. 100 grammes par personne. 100 grammes, c'est le steak haché lambda, il fait 100 grammes. Donc, vous voyez, ce n'est pas une entrecôte. Quand je vous dis une portion par jour, ce n'est pas une entrecôte. Donc, essayez de limiter la portion de viande, la portion de poisson aussi, et puis une fois par jour, pas plus. Voilà, là, vous avez à peu près l'essentiel. Alors après, je vais aussi vous dire autre chose, c'est limiter le vin. Pourquoi? Parce que le vin, c'est la culture qui est le plus consommatrice de pesticides. Et certains de ces pesticides-là vont avoir quand même du mal à pouvoir être éliminés. Donc, il faut vraiment limiter ce type de produit qui est vraiment très, très consommateur. D'autres questions? Agnès, dites une question, Agnès. Alors, j'ai beaucoup parlé, hein, je suis désolée, je ne vous ai pas laissé beaucoup la parole. Non, mais merci beaucoup en tout cas, parce que c'était hyper intéressant. Alors, Nelly, là maintenant, c'est Nelly qui est en train de taper. D'accord. Alors, si vous avez d'autres questions, vous pouvez le faire. Sinon, il vous vient d'autres questions, vous pouvez les poser à Marie qui voudra les transmettre. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter directement, Fouda si vous avez d'autres questions et on les transférera sans problème. Nelly, il y a du vin bio, mais le vin bio contient des pesticides et contient des conservateurs parce que c'est difficile de faire du vin bio, sans rien du tout parce que ça fait vite du vinaigre et on n'y arrive pas.
je pense que tout le monde repart bosser. Ben, travaillez bien, Ouais, j'espère. c'est ça, 14 heures approche. En tout cas, merci beaucoup. C'était très intéressant d'avoir votre point de vue et puis vos explications sur tous ces sujets. On démarre, on va dire, la semaine du développement durable avec encore plus de connaissances et de savoir. Donc, c'était très intéressant. Merci à vous tous pour les questions et pour votre engouement. Et puis, très bonne semaine à tout le monde. Oui, à bientôt. Merci. Au revoir.